Hello la famille, je suis Mike Correa Diallo, je suis artiste, cinéaste et passionnée d'histoire. Et si toi aussi c'est ton truc, prends place, ça va bientôt commencer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la cérémonie du bois caïman, qui a été l'événement catalyseur de la révolution haïtienne, qui est devenue la première république noire. Les bonnes, amoon na fi, bu mu amee yéen a ko fekki. Cette histoire se passe à Haïti en 1791. Haïti était une colonie française du nom de Saint-Domingue, l'une des colonies les plus riches et prospères de son époque, car ils étaient le premier producteur de café et de sucre dans le monde. Comme beaucoup de pays dans les Antilles, Haïti était une région où il y avait beaucoup d'esclaves, c'est-à-dire beaucoup d'esclaves ont été importés d'Afrique pour venir travailler dans les champs. Et comme vous connaissez l'esclavage, c'était vraiment l'inégalité à son paroxysme, quoi. C'était une colonie très bien établie avec une très grande communauté de Noirs, avec leur culture. Et pendant l'esclavage, quand c'était interdit pour un Noir d'avoir son autonomie, c'est-à-dire de ne pas appartenir à quelqu'un. Il y avait des Noirs affranchis, mais il n'y en avait pas autant. Et il n'y en avait pas non plus dans cette zone-là. La France détenait le monopole du commerce et il y avait une interdiction totale d'entreprises locales, de l'industrie locale. C'est-à-dire, personne n'avait le droit de vendre des trucs ou bien rien. C'était rien. Si on veut parler de l'esclavage, c'est tellement triste parce que les Noirs n'avaient le droit de rien. Et il y avait cet esclave qui s'appelait Djouti Boukman, qui est venu de la Jamaïque pour arriver en Haïti. Il a été commandeur, c'est-à-dire contremaître, puis il a été aussi cocher. Et donc, il a voyagé avec son maître pour quitter la Jamaïque et venir en Haïti. Il était aussi un maître vaudou, un Rougon. Dans cette histoire d'aujourd'hui, on va beaucoup parler de vaudou. Et Djouti Boukman, vu qu'il était très proche des Blancs, il vivait l'injustice là, mais vraiment d'une manière exagérée et différente. Il comprenait, il avait une vision différente. Il savait aussi qu'il n'était pas vraiment invincible. Parce qu'à cette époque, c'était en fait ça le problème. L'esclavage avait fait de telle sorte que les Noirs avaient totalement peur des Blancs. C'est-à-dire, ils étaient rentrés dans leur tête, c'était comme un truc psychologique qui leur faisait croire ou penser qu'ils étaient vraiment surhumains ou bien qu'ils étaient au-dessus d'eux, au niveau de Dieu ou autre chose. C'était totalement impossible de se lever un jour et d'avoir une autre vision de ce maître-là, en fait. Et lui, c'est ça, il a sûrement, quand tu les vois tomber malades, vivre, et qui sont humains et qui sont comme lui, ils ont des problèmes que les Noirs ont, et bien, il a eu ce courage-là à travers ça. Et tous les Noirs qui étaient dans les plantations le connaissaient et avaient peur de lui. Parce qu'ils savaient que les Blancs avaient peur de Djouti. C'était un gars extrêmement fort, très, très, très grand. Et même les autres contremaîtres qui sont blancs avaient quand même un peu peur de lui. Et c'est ce qui lui donnait cette force-là. Et donc, l'histoire d'aujourd'hui parle d'une cérémonie que Djouti Boukman a organisée. Djouti décide d'organiser une réunion d'esclaves. Une réunion d'esclaves marrons. Les esclaves marrons, ce sont des esclaves qui se sont enfuis et qui n'ont donc pas de maître. C'était souvent des esclaves qui étaient extrêmement forts, qui avaient une force ultime et qui n'acceptaient pas juste d'être des esclaves. Et donc, ils arrivaient à se battre, tuer les gens et puis fuir dans les forêts. Et donc, ils étaient dans les montagnes et ils étaient cachés là-bas et ils vivaient là-bas. Il y avait des familles entières et des groupes entiers qui vivaient et qui fuyaient parfois parce que des fois il y avait des répressions et tout ça. Et donc ils avaient parfois des armes. Et il a fait une réunion de ces esclaves marrons-là. Il les a tous réunis, tous ceux qui avaient vraiment beaucoup de force pour pouvoir l'accompagner. Et il a fait appel à une mambo, une prêtresse vaudou, Cécilia Fatiman. Et Cécile Fatiman était la prêtresse vaudou la plus reconnue de l'île à ce moment-là. Alors d'où vient leur pratique du vaudou ? Le vaudou, c'est une religion qui vient de l'ancien royaume du Dahomey. C'est une religion qui a fait le tour du monde.
Aujourd'hui, dans le monde, des millions de gens pratiquent le vaudou. Il existe du vaudou au Bénin, au Togo, dans les Caraïbes, en Amérique et en Afrique du Nord aussi, il existe. Au Maroc, on appelle ça le Gnawa. C'est à peu près toujours la même chose. En majorité du temps, les gens tombent en transe. Il y a des offrandes, il y a des rituels où on sacrifie des animaux et il y a l'utilisation du sang, le fait de pouvoir connecter avec les esprits, de parler avec les esprits. Et en fait, quand les esclaves se sont retrouvés en Amérique, quand les esclaves se sont retrouvés dans les Caraïbes, ils se sont retrouvés parce que nul ne peut vivre sans spiritualité. Et certains d'entre eux refusaient de pratiquer la religion qu'ils venaient de leur mettre. Ainsi, la nuit du 14 août 1791, un très grand nombre d'esclaves se sont regroupés au Bois Caïman, qui était une appellation pour une zone qui était un peu éloignée, mais qui se trouvait dans la plantation du Normand de Metsu. Selon mes recherches, dans cette plantation-là, il y avait beaucoup d'esclaves marrons qui s'y retrouvaient et qui organisaient leurs cérémonies vaudou là-bas. Et la majorité des esclaves marrons pratiquaient le vaudou justement parce que c'était ça qui leur donnait cette confiance en eux pour aller affronter les Blancs. Vous pouvez entendre qu'ils ont commencé par faire ce genre de cérémonie-là. D'abord, une cérémonie assez religieuse, spirituelle, qui va permettre aux soldats ou aux participants d'avoir confiance en eux et de se séparer de la peur. Par exemple, à l'époque, il pouvait y avoir dans une maison un seul blanc. Et il y a, on va dire, 500 esclaves qui sont en train de travailler, en train de rester dans leurs occupations. Et pourtant, aucun des esclaves n'oserait attaquer le blanc. Ça, c'est parce qu'ils étaient vraiment mentalement et psychologiquement dans la tête des Noirs de l'époque. Ils leur avaient vraiment fait croire qu'ils étaient des espèces différentes et qu'ils étaient totalement, de manière évolutionnelle, au-dessus d'eux. Et donc, il fallait ce genre de cérémonie-là parce que l'esclavage, il n'était pas juste physique, mais aussi très, très, très psychologique. Et donc, il fallait qu'il y ait ce genre de cérémonie qui va galvaniser, mais aussi donner confiance en eux, donner de la force aux esclaves. Ils ont commencé la cérémonie par une prière. Dutty Boukman prend alors la parole et commence à galvaniser les troupes. Pendant qu'il parlait, il se faisait entendre des éclairs et des tonnerres et toute la foule était emportée par ce qu'il disait. Et les gens dansaient, criaient, chantaient et adoraient justement à travers leur religion. Dutty Boukman avait alors des assistants. Ils étaient tous en train de prier et de tourner autour du feu. Et de ce que je sais sur le vaudou, ça consiste en général de transe. Les gens tombent en transe selon la musique. Dans cette transe-là, ils arrivent à communiquer avec un autre monde. Et puis tout d'un coup, Dutty est arrivé avec un cochon noir entre les mains. Il l'a déposé devant la prêtresse Mambo, Cécile Fatiman, et il lui a dit de procéder au sacrifice. Cécile Fatiman prend le couteau et égorge le cochon. Il prend le sang et le distribue à tous ceux qui étaient présents à la réunion. Et ils ont tous alors juré d'obéir à Boukman. Et donc c'est une cérémonie, c'est comme un pacte parce qu'ils ont bu du sang, ils ont juré, ils ont pris les poils du cochon pour faire des fétiches avec. Et c'est cet acte-là qui devait leur assurer leur protection. C'est comme ce dont je parlais dans l'épisode passé, le toul. Voilà, c'est un griki, un fétiche qu'on met pour ne pas pouvoir être atteignable avec des armes ou bien ce genre de choses-là. La cérémonie continue, les gens continuent de tomber en transe. Mais le plus important, c'est qu'ils ont tous eu une grande confiance en eux pour pouvoir accomplir ce qu'ils devaient accomplir. Boukman alors décrète et ordonne un soulèvement général de tous les esclaves de l'île. Et donc pendant une semaine, les esclaves se passent le mot. Boukman est un esprit qui va venir les libérer. Et ils se passent le mot de manière discrète dans les plantations. Discuter entre eux, c'était des techniques incroyables pour pouvoir faire passer des informations à tous les Noirs de l'île. Et donc, dans la plantation qui a commencé, du coup, la plantation de l'eau Normand de Metsu,
c'est par là-bas que ça a commencé. Et plein d'autres plantations vont suivre. Ainsi, dans la nuit du 21 août 1791, les esclaves de 5 plantations, 5 habitations, brûlent tout. Ils massacrent les maîtres, les femmes, les enfants et ils brûlent tout. Et c'était dans toute la plaine nord de l'île. Pendant une dizaine de jours, ils brûlent tout. Ils massacrent les maîtres, ils massacrent... parce qu'il y avait à l'époque 2 types de blancs. Il y avait les grands blancs et les petits blancs. Les grands blancs, c'était les propriétaires des plantations ou bien propriétaires de bateaux. Et les petits blancs, c'était tous ceux qui travaillaient maintenant pour le blanc là. Mais pendant cette répression-là, ils ont tué tout le monde. Vu que les esclaves connaissaient mieux le territoire, ils s'en sortent pas mal. Ils se cachent, ils font la guérilla, ils rentrent dans des grottes. Cependant, malheureusement, ils avaient pas le monopole de la ville, donc il leur manquait parfois que ce soit des munitions ou bien des vivres parce qu'ils étaient en pleine guerre. Et ainsi, les maîtres ont fait une très très grande répression, une offensive. Parce que oui, il y avait la rébellion, mais ce n'est pas tous les esclaves, ce n'est pas tous les noirs qui avaient compris ou bien qui étaient au niveau de vouloir une séparation. Parce que c'était la seule vie qu'ils connaissaient et c'était la seule chose qu'ils connaissaient. Voilà. C'est l'esclavage et de vivre en tant qu'esclave. Et il y a une très grande répression et Boukman s'est fait capturer. Beaucoup disaient qu'il était encore vivant et ainsi les autorités, pour prouver à tout le monde que Boukman n'était qu'un être humain, ils l'ont décapité et ils ont exposé sa tête au Cap Français pour justement désacraliser, démystifier Boukman aux yeux de tous les Noirs et de tous les esclaves. Cependant, cela n'a pas découragé les esclaves car ils ont continué la révolte. Et les assistants de Boukman qui étaient tous autour de lui, c'est-à-dire Jean-François Papillon, Georges Biassou et Toussaint Louverture, ils ont continué la révolte. Ils étaient armés et ils étaient encore dans de bonnes conditions. Et donc, ils ont continué sans se décourager malgré l'attaque, malgré la perte qu'ils venaient de subir, malgré les grandes pertes qu'ils ont subies, malgré certaines trahisons qu'ils ont subies durant cet événement-là, ils ont quand même continué à se battre. Et si pendant plusieurs années, et ils ont continué à se battre dans les campagnes et dans les montagnes. Les combattants n'ont jamais baissé les bras. Ces combattants-là, de la révolution haïtienne, c'est-à-dire à partir de la cérémonie du bois caïman, ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont eu des moments peut-être d'hésitation, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Ils se sont battus jusqu'à obtenir la liberté. Et c'est plusieurs mois après l'événement que la France, la métropole, a été au courant de ce qui s'était passé. Parce qu'à l'époque, il fallait prendre un bateau, aller de l'autre côté pour pouvoir maintenant rapporter les nouvelles. Et c'est des mois après que la France a été au courant parce que ça a été une très grande surprise pour eux. Ils ont fait les députés, comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, ils ont essayé de voter des lois. Tout le monde donne son avis en métropole. Tout le monde, les artistes, les écrivains, des pièces de théâtre ont été faites sur les événements qui se sont passés. Ils ont massacré tellement de personnes que beaucoup de Blancs ont refusé de mettre les pieds là-bas. En 1803, la France a essayé de faire une expédition de représailles, mais elle était totalement ratée parce qu'ils sont arrivés là-bas, les Haïtiens ne leur ont rien donné. Ils se sont défendus et les Français étaient obligés de retourner. Et c'est ainsi que le 1er janvier 1804, Haïti est déclarée la première république noire. Dirigée par Jean-Jacques Dessalines, qui était le lieutenant général de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui est mort. Jean-Jacques Dessalines devient alors empereur de Haïti. Et la première république noire, c'est vraiment waouh. Et ils ont fait ça dans les années 1800, ce qui est vraiment très 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 tôt avant que nous autres pays africains accédions à l'indépendance. Alors, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup rechercher les religions africaines, spiritualité, pour voir un peu les similarités, et ainsi de suite. Parce que j'aime beaucoup rechercher ce genre de choses. Et quand je recherchais cette vidéo, vraiment, j'étais comblée. Il y avait
beaucoup de recherches et beaucoup de cérémonies, de vidéos, de matériel sur la cérémonie du bois caïman. Malgré que la majorité c'était en créole, mais je sais pas comment je comprenais en fait les vidéos. Je comprenais, j'écoute, ça parle en créole, mais j'arrivais à savoir vraiment de quoi il parlait et c'était vraiment intéressant. Je vais mettre en lien en bas toutes mes recherches. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est ça qui aide la chaîne. Voilà. Merci en tout cas. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous êtes prêts pour les autres vidéos. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Franchement, je m'excuse énormément d'avoir tardé pour cette vidéo et je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. J'essaie. Donc, aujourd'hui, j'aimerais remercier ma petite sœur. C'est elle qui me fait toutes mes tenues. Donc, elle s'appelle Miel Couture et elle s'est vraiment donné beaucoup de mal pour trouver comment s'habiller les esclaves à l'époque et avec le tissu. Donc là, c'est vraiment très travaillé. Ce tissu-là, c'est un tissu africain, mais entre guillemets de maternité. C'est-à-dire, c'est ça qu'on utilise pour mettre au dos les bébés. Et c'est ça aussi qu'on donne aux garçons quand ils font la circoncision. Et donc, elle m'a fait la tenue avec ça et elle s'est vraiment fatiguée. Et aussi, c'est elle qui avait fait la première tenue sur Histoire Noire, sur la Talata Inder. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Elle a une petite boutique où elle vend des vêtements faits à la main, bien sûr. Et voilà, vous pouvez la contacter sur son Instagram. Merci beaucoup.